Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Sonia Mabrouk, bonsoir. Bonsoir. L'Europe en quête d'unité sur la crise financière après la confusion de ces dernières heures sur l'idée française d'un plan de sauvetage des banques. La Banque Centrale Européenne décide de garder inchangé son principal taux. Nouveau recul à la Bourse de Paris, à l'instant moins 2,25%. Aux États-Unis, entre le vote du Sénat et celui attendu de la Chambre des représentants sur le plan Paulson, débat à haut risque la nuit prochaine pour les colistiers, duel télévisé Joe Biden, Sarah Palin et qui sera à suivre en direct sur Public Sénat. Recul des ventes, concurrence du net et des gratuits. Nicolas Sarkozy a lancé aujourd'hui les états généraux de la presse pour sortir du marasme, les quotidiens notamment. Les aides publiques atteignent 1 milliard d'euros, c'est-à-dire 10% du chiffre d'affaires total de la presse. Réagissez, c'est l'injonction d'une nouvelle campagne pour lutter contre les violences faites aux femmes. 137 femmes sont mortes l'an dernier sous les coups de leurs conjoints. Des invités sur ce plateau tout à l'heure sur ce sujet difficile des femmes battues, également sur les états généraux de la presse. Et puis le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, Roger Carucci, sera en ligne d'Antibes où sont réunis les parlementaires UMP. Sonia, donc Nicolas Sarkozy a lancé aujourd'hui les états généraux de la presse. Oui, après le Grenelle de l'environnement, le Grenelle de la presse. L'Élysée a donc lancé ce matin les états généraux de la presse, une manifestation destinée à trouver des solutions aux difficultés économiques de la presse écrite. Et dans son discours, le chef de l'État a estimé que la gratuité, c'est la mort de la presse. Lise Pressac. 282 millions d'euros, c'est le montant des aides de l'État à la presse pour cette année. Journal d'opinion ou magazine People, tous en bénéficient. Pour Daniel Giazi, auteur du rapport qui a inspiré ces états généraux de la presse, la question de la répartition de ces aides est posée. Faut-il vraiment continuer à aider par des subventions d'État, c'est-à-dire publiques, les entreprises privées de médias? Mon avis est qu'on peut mieux les redistribuer, mais qu'il faut continuer à aider certaines entreprises à exister, notamment la presse d'opinion. En ligne de mire également les imprimeries. D'après un rapport de l'Institut Montaigne, les journaux français sont ceux qui coûtent le plus cher à produire en Europe, aux alentours de 50% du prix de revient d'un quotidien. En cause, les NMPP qui détiennent le monopole de la distribution en France. Il y a une sorte de corporatisme croisé entre les patrons d'un côté, les journalistes de l'autre, les ouvriers du livre encore pour la production et la diffusion. Et donc tout ça, ça bloque le système, ça évolue très difficilement. Pendant des années, la distribution, l'imprimerie a coûté fort cher, les coûts étaient monstrueux et notamment un peu bloqués par des syndicats qui, même s'ils défendent des valeurs authentiques, ont quand même des modèles désuets. Il faut les aider à se réinventer, il faut qu'ils travaillent avec nous et il faut que tout ça progresse et se modernise. 4 groupes de travail ont été mis en place, pilotés par Bernard Spitz et le cabinet de Nicolas Sarkozy. Un premier bilan sera fait dans 2 mois. Et puis au lendemain de l'élection de Gérard Larcher, tous les groupes politiques sont désormais formés à la Haute Assemblée. On va voir ensemble à quoi ressemble le nouvel équilibre au Sénat. Et puis une vingtaine de sénateurs proches de Jean-Pierre Raffarin, on l'a appris, ont menacé aujourd'hui de faire scission si leur sensibilité n'était pas suffisamment prise en compte pour l'attribution des postes. Mais finalement, un accord a été trouvé. Voilà, et nous interrogerons dans un instant Roger Carucci donc sur ce nouvel équilibre politique au Sénat. On l'a vu, l'UMP n'a pas la majorité absolue et devra s'appuyer sur les centristes, mais également sur le groupe RDSE, les radicaux, qui sont aujourd'hui majoritairement de gauche. Nous évoquons maintenant ce débat télévisé à haut risque la nuit prochaine pour Sarah Palin et Joe Biden. Oui, les candidats à la vice-présidence des États-Unis vont s'affronter dans un débat télévisé crucial et imprévisible. L'ultra-conservatrice républicaine Sarah Palin risquant d'étaler ses lacunes, tandis que le démocrate Joe Biden va devoir éviter les gaffes et la condescendance. Anne-Louise de Rohan. Joe Biden et Sarah Palin vont devoir montrer qu'ils sont à la hauteur du poste. Mais les projecteurs sont surtout braqués sur la protégée de John McCain. La gouverneure de l'Alaska est moins expérimentée que le démocrate. D'habitude, ses interventions sont donc cadrées au millimètre près, mais ce soir, elle ne pourra pas compter sur l'équipe du candidat républicain. Quand elle s'exprime, ce sont des discours qui sont écrits à l'avance par le staff de John McCain. Tout est prévisible, alors que là, maintenant, ça va être la première fois où elle va être vraiment en débat, où elle va devoir répondre à des questions qui ne sont pas préparées à l'avance. Mais Joe Biden, malgré sa plus grande expérience, n'est pas non plus à l'abri d'un dérapage. Il
il est connu pour faire des gaffes. Donc c'est un gaffeur et donc ça risque d'être là la difficulté. Il va falloir qu'il soit très fin, à la fois pour ne pas commettre de gaffes et en même temps pour ne pas être trop condescendant à l'égard de Sarah Palin. Président de la Commission des Affaires étrangères, son poste en fait un atout de taille, car la politique internationale, c'est justement le point faible de Sarah Palin, un enjeu important du débat. Lorsque les États-Unis prennent une décision, cela a forcément des conséquences tout à fait importantes sur la marche du monde. On a pu le constater en Irak, on le voit au Moyen-Orient, on le voit en Afghanistan. Du coup, Sarah Palin a suivi des cours de rattrapage comme sa rencontre il y a un mois à New York avec Hamid Karzai. Cela sera-t-il suffisant? En tout cas, ce soir pour John McCain, c'est qui tout double. En baisse dans les sondages, il mise tout sur la performance de sa colistière pour battre Barack Obama. Et vous pourrez suivre évidemment ce face-à-face en direct donc sur Public Sénat à partir de 3h du matin. Il sera rediffusé demain à partir de 16h. Voilà, plus pratique pour ceux qui ne peuvent pas veiller jusqu'à cette heure avancée de la nuit. 3h du matin quand même pour suivre en direct ce débat crucial pour les aspirants vice-présidents des États-Unis. Le mondial de l'automobile à Paris avec cette année, on l'a constaté dans les rayons, la déferlante des petites voitures. Oui, petites voitures souvent appelées pots de yaourt, boîtes de sardines ou autres. Les petites citadines ne font peut-être pas toujours rêver, mais elles se vendent de mieux en mieux. L'argument écologique, évidemment, n'y est pas étranger. Alors, au mondial de l'auto de Paris qui a ouvert ses portes ce matin, elles sont les stars des stands. Alors, comment rouler et brancher? C'est un sujet d'Élisée Cardi. Et oui, cette année, pour être branché, il faut être écolo, fini les gros cylindres qui polluent, même chez BMW, on l'a bien compris. Ici, nous avons un très bon exemple de cette petite voiture qui consomme peu, qui est une série 1 BMW et qui est équipée d'un 4 cylindres diesel qui développe 177 chevaux et consomme 4,8 litres au 100 km. Ça, c'est chic. Et ça, c'est très chic, surtout dans la salle livrée blanche. Avec la crise du carburant et la mise en place du bonus écologique, les constructeurs mettent le paquet sur la basse consommation. Peugeot lance la Prologue, moteur hybride, confort et sécurité en plus. Je dirais pas que c'est une voiture pour frimeurs, mais c'est une voiture qui est vraiment dans la tendance, dans l'aspiration des clients. C'est une voiture qui est respectueuse de l'environnement, respectueuse des autres, elle n'est pas agressive du tout. Et chez Peugeot, l'autre grande fierté de la saison, c'est la nouvelle 308 Coupé Cabriolet. Elle est sûre, confortable, elle consomme moins, mais surtout, on ne va pas le cacher, elle est très bien pour la frime. On se fait plaisir, on va dire. C'est un véhicule avec lequel on se fait plaisir, un véhicule avec lequel on a envie de rouler à l'air libre, pour profiter des beaux paysages et des senteurs qu'on peut rencontrer en province. Et pour favoriser cette conduite en cabriolet, on a implanté, nous, un système de chauffage de la nuque des occupants avant. Et finalement, quoi de mieux pour penser à l'environnement que d'avoir les cheveux au vent et la tête au chaud? Voilà, et François Fillon inaugurera demain après-midi ce mondial de l'automobile. On sait que c'est un passionné d'automobile et de course automobile. Ouverture au public samedi. Oui. Dans l'actualité également, plus de 900 postes supprimés chez Sanofi Aventis. Et en pleine réorganisation de ses activités en France, le groupe pharmaceutique met en avant la sauvegarde de sa compétitivité pour justifier ses licenciements. Un véritable coup de massue pour les syndicats qui ont appelé à une journée de grève et à des rassemblements devant les différents sites du groupe. Et puis l'avion de Steve Fossett a été enfin localisé. Oui, donc l'appareil que pilotait l'aventurier disparu il y a un an a été localisé dans les montagnes de l'Est californien. Des recherches déjà menées pendant des semaines au moment de sa disparition n'avaient pas abouti. Steve Fossett a été déclaré mort en février 2008. La suite du 18h, notre première invité, Sonia, ce soir, c'est le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, Roger Carucci, qui est en ligne d'Antibes avec les parlementaires UMP. Roger Carucci, bonsoir. Un débat sur la crise financière aura bien lieu mercredi prochain au Parlement. Pouvez-vous reprocher aujourd'hui aux socialistes de refuser l'Union nationale alors que l'Europe se déchire justement sur les solutions à apporter à la crise? Écoutez, d'abord, chacun doit trouver une solution nationale et non pas une solution générale si nous n'avons pas d'abord une solution nationale. Quand le Premier ministre dit par rapport à la situation française, il serait bon qu'on puisse avoir gauche-droite, des échanges,
voire des positions communes pour protéger les Français, ça me paraît plutôt aller dans le bon sens. Que le Parti socialiste refuse en disant nous ne sommes pas favorables à la politique économique et financière qui est conduite, ils l'ont déjà dit et redit, sauf qu'on leur dit il y a des éléments nouveaux liés justement à l'approfondissement et à l'extension de la crise économique et financière. Maintenant, on a compris qu'ils ne souhaitaient pas du tout cette union nationale. Très bien, le gouvernement assumera ses responsabilités avec la majorité parlementaire. Alors nous verrons cela mercredi prochain au Parlement. Roger Karoutchi, le débat ne sera peut-être pas inutile. Est-ce qu'il est encore possible à l'UMP, alors qu'on voit à Antibes, vous avez vu autour de vous, Nicolas Sarkozy ne vient pas, mais on dit qu'il y a de grandes photographies de lui partout. Quel est le sens de ce déploiement? Le sens, il est permanent. Vous savez, Nicolas Sarkozy n'est plus président de l'UMP par définition depuis son élection à la présidence de la République. Mais chacun sait qu'il reste, entre guillemets, le patron de cœur, le patron de raison, le patron politique de cette famille politique qu'est l'UMP. Donc, que les parlementaires soient dans un cadre où il y a des photos de Nicolas Sarkozy, chef de l'État, qui conduit le pays, qui conduit la politique de réforme qui est soutenue par la majorité parlementaire, c'est tout à fait normal et c'est une référence tout à fait commune à l'ensemble des parlementaires de l'UMP, députés et sénateurs. Mais Roger Karoutchi, est-ce que vous avez eu des consignes précises? Par exemple, tous unis, silence dans les rangs? Ah, pas du tout, non, non. Non, au contraire, le président de la République est extrêmement attentif au fait qu'au Parlement notamment, il puisse y avoir des débats. Et donc, très régulièrement, il me dit lui-même, c'est normal dans une famille politique qu'il puisse y avoir des débats, des différences, des différends. L'essentiel, c'est que chacun comprenne évidemment qu'il y a quand même un intérêt général, un intérêt politique sur l'ensemble de la majorité, mais qu'à l'intérieur et sur tel ou tel point, chacun défende une conception ou des éléments ou des amendements différents. Il n'a jamais bloqué ça. Donc, de ce côté-là, le fait qu'il y ait débat est tout à fait logique. Et pour le reste, nous avons naturellement une ligne politique, nous avons naturellement tous envie de faire face à la crise financière, tous envie de faire en sorte que la politique conduite permette d'assurer, de rassurer, de garantir et de protéger l'ensemble des Français inquiets devant les secousses internationales. Mais là, il n'y a pas besoin, sincèrement, de nous dire ligne unique. Tous les membres du gouvernement, mais aussi au-delà, tous les parlementaires, savent bien qu'on a tous une responsabilité politique et publique qui est lourde lorsque la situation est aussi compliquée. Alors vous dites qu'il y a débat et c'est heureux, mais est-il normal selon vous que l'un des principaux conseillers de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, prononce une petite phrase concernant Maastricht? Est-ce que vous partagez l'avis d'Henri Guénaud sur l'idée que les critères ne sont plus la priorité? Je vais commencer par rappeler que j'avais fait campagne avec Henri Guénaud et à l'époque avec Philippe Séguin contre la ratification du traité de Maastricht. Mais c'était il y a 16 ans. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est non pas qu'il y ait débat, parce que, après tout, que Henri Guénaud ait les conceptions qu'il avait défendues il y a 16 ans, que d'autres aient des conceptions, c'est une chose. Ce qui compte, ce sont les faits. Les faits sont clairs. Le budget 2009 a été présenté vendredi matin dernier au Conseil des ministres. Ce budget correspond aux critères de Maastricht puisqu'il est prévu un déficit à 2,7%, inférieur donc à la barre des 3% critères de Maastricht. Bon, on a présenté en même temps, Éric Woerth a présenté en même temps, la programmation pluriannuelle sur les 3 années 2009, 2010, 2011. Et sur les 3 ans, nous restons inférieurs à 3%, c'est-à-dire nous restons dans les limites fixées par les critères de Maastricht. Donc, ce qui compte, si vous voulez, c'est qu'il y ait débat, qu'il y ait discussion, qu'après tout, certains disent peut-être qu'il faudrait envisager de sortir des... Bon, ce qui compte, au final, c'est l'acte. L'acte, c'est le budget, c'est la programmation pluriannuelle. Et dans le budget, comme dans la programmation pluriannuelle, le président de la République, comme le Premier ministre, comme l'ensemble du gouvernement, ont tenu à ce qu'on soit dans le cadre des critères de Maastricht. Voilà. Mais le débat, lui, il est normal. Parce que sinon, si on peut plus débattre, si on peut plus dire un certain nombre de choses, alors franchement, c'est qu'on est rentré dans une époque d'uniformité. Maintenant, qu'au terme du débat, il y ait des actions lourdes comme le budget et la programmation pluriannuelle, c'est ça, et évidemment seulement cela qui doit être jugé au final. Alors le débat, et il nous intéresse, et on s'interroge sur le débat au Sénat, hein, Sonia. Concernant la majorité sénatoriale, est-ce que l'alliance UMP centriste au Sénat, qui a désigné Gérard Larcher, est-ce qu'elle va perdurer 3 ans?
Écoutez, d'abord, je crois qu'elle a toutes les raisons de perdurer. Moi, j'appelle d'ailleurs à son élargissement. Je dis bien son élargissement, parce que je constate que dans la majorité qui a voté pour Gérard Larcher, on dépasse l'UMP et les centristes. Il ne vous a pas échappé que Gérard Larcher a eu des voix en dehors de ces deux familles politiques. Par conséquent, il y a probablement des discussions ou des concertations à avoir. Pour le reste, le fondement, que sont évidemment l'UMP et l'Union centriste, ça doit être coordonné. Gérard Larcher va faire un travail de coordination entre les deux groupes. Et quant à moi, et je l'ai dit aussi bien au président Rincourt qu'au président Mercier, très naturellement, je veillerai à être régulièrement à l'écoute des deux groupes, à aller devant les deux groupes pour expliquer la politique du gouvernement comme pour expliquer l'ordre du jour, pour débattre avec l'ensemble des sénateurs, qu'ils soient UMP ou centristes. Et je me tiens d'ailleurs à la disposition des autres groupes et je commencerai par envoyer une lettre au nouveau président du groupe RDSE, Collin, pour lui dire que naturellement je suis à la disposition du groupe RDSE s'il souhaite que je vienne expliquer l'ordre du jour futur. Si les autres groupes, même socialistes et communistes, souhaitent m'inviter, je viendrai également. Mais il faut qu'on sache que nous allons maintenant travailler en pleine concertation, parce que nous sommes parfaitement conscients que la majorité présidentielle n'est plus assurée par un seul groupe. Ça n'était déjà plus le cas sous le mandat précédent. Mais en tout cas, là, c'est encore plus vrai. Nous avons donc besoin de concertation. Mais sur le fond, eh bien, cet ensemble veut des réformes, veut la poursuite des réformes, soutient la politique du gouvernement et donc, très naturellement, nous aurons une majorité présidentielle plurielle au Sénat et cette majorité, eh bien, continuera la politique de réforme suivie. Roger Carucci, merci. La suite du 18h, tout de suite Sonia, avec nos invités sur les états généraux de la presse notamment. Avec nous donc Nadine Toussaint-Desmoulins, bonsoir, professeur à l'Institut français de la presse, Patrick Le Yarrick, directeur de l'Humanité, et Jean-Michel Normand, président de Métro France, le journal gratuit. Nicolas Sarkozy a donc lancé un exercice sans précédent ce matin, vous y étiez bien sûr. Objectif, sortir la presse des difficultés qui sont les siennes depuis plus de 30 ans. Oui, une première question, Madame Toussaint-Desmoulins, est-ce que les journaux vont mal aujourd'hui ? Oui, les journaux vont mal aujourd'hui, mais comme on vient de le dire, ça n'est pas une nouveauté. Simplement, c'est une tendance continue qui s'accentue et qui concerne plus particulièrement la presse quotidienne. Parce que la presse dans son ensemble, il faut distinguer les sous-catégories. Comment est-ce que vous expliquez vous-même cette difficulté chronique de la presse, puisqu'il n'y avait pas déjà, il y a 30 ans, Internet ou les journaux gratuits ? Bien, la difficulté, elle vient de plusieurs côtés, et comme je suis économiste, elle vient à la fois du côté des dépenses et du côté des recettes. Les dépenses augmentent comme dans n'importe quelle activité, et malheureusement, les recettes n'augmentent pas. Et les recettes n'augmentent pas parce que les deux clients de la presse a un double marché, c'est-à-dire des gens qui en principe achètent les journaux, sauf les gratuits, et des annonceurs, aussi bien les annonceurs que les acheteurs, surtout pour la presse quotidienne et plus particulièrement la presse quotidienne nationale, quittent progressivement, continuent de quitter la presse pour diverses raisons, mais la quittent, ce qui diminue bien sûr les recettes et ce qui les diminue surtout en euros constants. Oui. Mais est-ce que c'est une spécificité française ou est-ce que ça existe ailleurs en Europe ? Maintenant, en Europe, beaucoup de presse sont en difficulté. Même au-delà, les États-Unis, pareil. Oui, aux États-Unis. Alors, on cite quelques pays émergents où la presse progresse parce qu'elle n'existait pas il y a quelques années, la liberté fermait. Mais si on regarde la presse des pays développés, toutes les presses quotidiennes sont en crise. Alors, peut-être que c'est en France que l'État subventionne le plus la presse, je ne sais pas, 1 milliard d'euros, et Nicolas Sarkozy a dit ce matin. Moi, je crois même que c'est un peu plus. C'est même plus pour vous ? Oui, pour moi, c'est dans les... C'est-à-dire qu'il faut faire très attention quand on dit ce ne sont pas des subventions. Oui. Il n'y a pas 1,5 milliard de subventions. Mais les aides sont à la fois des aides directes et des aides indirectes, c'est-à-dire des dépenses minorées. Alors, à l'Humanité, par exemple, grâce à l'État, vous continuez à exister, sinon ce serait la mort ? Oui, vraisemblablement. Nous avons une spécificité. Comme nous sommes quotidiens faibles aux sources publicitaires, comme France Soir, comme La Croix et maintenant, malheureusement, Libération, nous avons une aide à ce titre. Mais l'aide totale dans
L'aide totale, c'est une aide à la presse, mais dans lequel il y a le budget de l'AFP, par exemple. Donc on mélange beaucoup de choses. Les tarifs de la Poste qui sont moins élevés, qu'on calcule en se disant si les tarifs étaient normaux, voilà ce que la presse devrait payer. Pour Métro, par exemple, vous n'avez pas d'aide de l'État. Nous n'avons pas d'achat de nos journaux et nous n'avons pas d'aide de l'État. Donc mais vous êtes profitable. nous subissons directement le problème d'annonceurs, donc le problème de marché publicitaire et de la crise actuelle. Qui vous affecte et qui peut remettre même en question, en cause le modèle gratuit pour vous? Non, qui ne remet pas en cause le modèle gratuit, puisque le modèle gratuit, il est complémentaire de la presse payante. Je crois que le président l'a dit ce matin. Il n'a pas tout à fait dit ça, hein. Il a été plus catégorique. On va écouter le chef de l'État. Tiens, voilà ce qu'il pense de la presse gratuite. Nicolas Sarkozy. C'est une folie de croire que la publicité financera un jour toute l'information. La gratuité, c'est une vue de l'esprit et la mort de la presse écrite. Bon, deux remarques là-dessus. La première chose, c'est toujours pareil quand on sort une phrase de son contexte. Moi, j'y étais ce matin, j'ai entendu le président s'exprimer. Il a beaucoup parlé du web et beaucoup parlé des journaux payants qui délivrent le même contenu sur leur site web. En disant, évidemment, ce type de gratuité, il ne faut pas reprocher aux gens de ne plus acheter un journal payant déjà cher, pour reprendre ces mots, par rapport à d'autres pays, si en plus il est délivré gratuitement sur le web. Alors, donc le danger, c'est le web. Pas la... Par rapport à ça, moi je l'ai entendu par rapport à la gratuité là-dessus. On le voit, les études d'audience sont jamais. La presse se porte mal en termes de résultats, en termes structurels. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Par contre, en termes d'audience, oui, mais c'est quand même ça qu'il faut regarder, parce que l'audience, c'est le public. L'audience, c'est les gens qui prennent des journaux gratuits. Il y en a 5,5 millions aujourd'hui qui lisent des journaux gratuits. Mais qui prennent les journaux gratuits. C'est important ce que vous dites. Parce qu'il y a l'acte d'achat, d'une part, et puis il y a les gens qui prennent la presse parce qu'on leur met dans les mains, quoi. Oh, pas vraiment, vous avez beaucoup de distribution qui est par présentoir, donc les gens se servent. Non, parce que j'entendais Nicolas Sarkozy, j'avais l'impression qu'il vous traitait de fossoyeur de la presse. Non, mais je pense que c'était pas sa pensée. J'ose pas imaginer que ce soit sa pensée. Et je pense que ces deux presses sont très complémentaires. Et je pense que la bonne santé en termes d'audience de la presse quotidienne en général, et l'étude d'audience d'il y a 10 jours le montre, je pense que la presse gratuite n'y est pas étrangère dans ce rebondissement, que les gens se sont commun. Oui, les gens se mettent à lire plus de presse, à nouveau. L'audience, c'est une chose, mais c'est évidemment, on est dans une économie de l'attention, ce qu'on appelle une économie de l'attention, à condition de pouvoir vendre cette audience. Parce que si l'audience n'est pas vendue, un journal, ça lui rapporte rien. Alors, une des pistes évoquées pour aider la presse écrite, c'est les concentrations, comme on en voit beaucoup en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Patrick Oyaric. Si on fait des états généraux pour faire souffler un vent d'ultralibéralisme sur la presse, on n'atteindra pas notre objectif. La presse, elle est évidemment dans un monde économique, elle doit se vendre, mais en même temps, elle a une spécificité. Elle est un produit qui sert à partager de l'information, ce que nous faisons tous, à partager des savoirs, et pour la presse d'information générale et politique, à faire le débat démocratique dans le pays. Et l'idée selon laquelle il faudrait faire des grands groupes multimédia, elle ne tient pas la route pour tenir dans la mondialisation. Pourquoi? Parce que nous avons déjà le 3e groupe mondial multimédia en France, et le 7e est également un Français, et entre les deux il y a un luxembourgeois. Par conséquent, nous ne sommes pas mal placés, et donc si c'est pour démanteler les lois anti-concentration, je crois qu'on n'atteindrait pas notre objectif. Vaudrait mieux prendre modèle sur ce qui se fait en Allemagne avec le système anti-cartel, et qui, lui, n'empêche pas la presse de vivre, et ni aucun média de vivre d'ailleurs. Oui, le discours, il est plus compétitivité et pluralisme. Donc le problème des grands groupes multimédia, alors après, qu'est-ce qu'un grand groupe multimédia? Est-ce qu'aujourd'hui les 2-3 grands groupes de communication qui sont dans les métiers des médias sont déjà pas de grands groupes multimédia? Donc après, c'est tout un problème de relativité. C'est clair que par rapport à l'Italie ou par rapport à un certain nombre de pays, non. Mais par rapport à d'autres pays, c'est évident que oui. Après, c'est un problème de compétitivité. Et de la presse d'information payante, les journaux qui ont des lecteurs, qui attirent, seront lus, seront achetés, continueront toujours à être achetés. Même chose pour les gratuits. Ceux qui attirent seront pris en main, ceux qui attireront moins, et ceux qui attirent moins le sont moins.
Je voudrais faire 2 remarques. C'est que les grands groupes que vous évoquez, en général, ne sont pas actifs dans la presse quotidienne nationale. Ils s'en gardent bien parce qu'elle n'est pas rentable. Exactement. Alors on pourrait imaginer qu'un grand groupe veuille, entre guillemets, entretenir un quotidien en le compensant par des recettes d'autres groupes. C'est un peu ce que fait Bayard avec La Croix. Bayard n'est pas un très grand groupe, mais Bayard est un groupe. Et La Croix voit ses ventes progresser. Faut oui, le noter, voit ses ventes progresser. C'est un des rares quotidiens à voir ses ventes augmenter. Oui, Patrick Oyaric. Alors on peut déjà imaginer que des quotidiens pourraient être pris en charge, entre guillemets, par des grands groupes, sachant que ces quotidiens, aucun, encore une fois, des grands groupes, n'a vraiment, Havas, Vivendi, qui n'est plus un si grand groupe, est plutôt dans l'audiovisuel, TF1 est dans les grands groupes français, qui ne sont pas si grands que ça d'ailleurs, se désengagent de la presse quotidienne. Alors l'idée que certains économistes avancent, c'est que les groupes pourraient permettre justement la vie de ces quotidiens. Mais évidemment, le problème du contenu est un problème qui est un autre problème que le problème purement économique. C'est-à-dire, est-ce que le patron d'un grand groupe laissera un quotidien continuer sur cette ligne ? Patrick, vous-même, vous avez reçu des soutiens de certains grands groupes industriels. Oui, c'est-à-dire nous avons, au nom du pluralisme, nous avons créé des structures qui permettent à des gens qui soutiennent, qui souhaitent soutenir le pluralisme, de nous aider. Mais c'est très petit. Oui. Et ils ne sont pas directement dans le capital de l'humanité. Et précisément dans les états généraux de la presse, je suis d'accord avec une des phrases du président de la République où il a dit à la fois ce que nous sommes en train de dire là, c'est-à-dire il faut des groupes multimédia de taille mondiale, mais il a dit aussi qu'il fallait prendre en compte la spécificité de journaux indépendants, soit issus de familles, soit issus d'engagements comme les nôtres. Tout le monde y a trouvé son compte ce matin parmi les professionnels, j'ai l'impression. Tout le monde y a trouvé son compte. Non, nous ouvrons demain matin avec le chef de l'État. Nous sommes objectifs, civilisés. Quand le chef de l'État dit un certain nombre de choses que nous défendons depuis un certain temps, nous le disons. Ceci dit, ce n'est que le début. Et donc, le combat continue. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas que les États généraux, je répète, il existe des forces dans ce débat-là qui pousseront à la libéralisation à outrance. Il y en a qui le disent. Alors, entre autres, Nicolas Sarkozy ne s'est pas montré, on l'a vu, agressif avec le syndicat du livre, qui est pourtant accusé de tous les maux. Pourquoi ? Il a raison, parce que commencer à focaliser le débat, comme l'ont fait certains ces jours derniers, sur ce seul problème-là, sans voir l'ensemble des autres questions, ce serait se tromper complètement de combat. Le syndicat du livre est un syndicat beaucoup plus ouvert qu'on ne le croit, et il est prêt à discuter, il est prêt à s'inscrire dans les états généraux de la presse, et il sait qu'il faut que les métiers évoluent, et donc il faut les mettre à la table de négociation. Très bien, voilà. Écoutez, il n'a pas été aussi élogieux que ça quand même, sur le syndicat du livre, le chef de l'État ce matin. On parle maintenant, si vous le voulez bien, des violences qui sont faites aux femmes, puisqu'on va voir une campagne d'information apparaître dans la presse. Avec nous, Betty Fournier, bonsoir. Vous appartenez à l'association Solidarité Femmes, une association qui justement, recueille les témoignages de femmes. Oui, tout à fait. Donc c'est une association, c'est une fédération nationale qui regroupe une 60aine d'associations sur toute la France, donc qui existe depuis 20 ans et qui donc accueille, héberge, accompagne des femmes victimes de violences. L'évolution, parce qu'on dit que les plaintes se multiplient depuis quelques temps. Oui, alors c'est vrai que les campagnes, Madame Létard relance une nouvelle campagne et nous en réjouissons. C'est pas la première, il y en a eu d'autres sous les différents gouvernements. Je pense que les premières ont permis aux femmes de sortir du silence. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut aller plus loin. C'est ce que souhaite Mme Létard, et on peut être que tout à fait d'accord avec elle. C'est-à-dire de sensibiliser l'ensemble des citoyens sur cette problématique qui devient un vrai fléau social. Alors on l'a vu sur l'écran, ce sont des campagnes avec des dessins. Finalement, on pourrait parfois croire que c'est un peu ludique, c'est voulu, c'est pour que ça concerne tout le monde, prendre tous les témoins. Oui, je pense que ça concerne tous les citoyens, je le disais tout à l'heure, parce que d'abord, c'est un problème de santé publique. Aujourd'hui, on sait que les femmes victimes de violences et les enfants témoins, qui sont des enfants victimes, ont des problèmes récurrents de santé, et que ça devient un vrai fléau et un vrai problème de santé publique. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de décès, encore beaucoup trop. On a un chiffre, 166 femmes qui sont mortes l'an dernier sous les coups de leur conjoint. 166. De leur ex-conjoint, très souvent. De leur ex-conjoint. C'est une fois que la femme est partie, une fois que la femme s'est séparée, que l'homme revient tuer sa femme et tuer aussi les collatéraux, c'est-à-dire des enfants, etc. et des compagnons, nouveaux compagnons. Comment est-ce que vous observez ce phénomène aujourd'hui ? Comment est-ce
qu'il évolue? On l'observe quand même par la plateforme téléphonique de la Fédération Solidarité Femmes, le 3919, qui est le numéro d'appel national, où on a reçu... site internet également, tout ça est pris d'assaut. Oui, et qu'on a reçu depuis janvier, donc janvier au 39-2008, 14 000 appels. 60 appels à peu près par jour, dont 98% de femmes et 2% d'hommes. Donc c'est vrai que nous travaillons depuis 20 ans sur ce problème. On voit les choses avancer par moments et reculer par d'autres. Énormément de jeunes femmes subissent des violences, de plus en plus de jeunes. Et elles très jeunes femmes. À en parler plus facilement? Elles arrivent à en sortir plus vite, génération, plus vite que des femmes qui qui subissent depuis des années. Il faut savoir que la femme victime de violence est dans la culpabilité, dans la honte, et que c'est très difficile, quand on a subi des violences pendant plusieurs années, d'en sortir. Et qu'il faut du temps. Et que c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des associations qui ont des compétences et qui sont formées pour l'accueil. Alors justement, pourquoi je voulais un petit peu intervenir sur la campagne. Oui. Donc, Madame Létard a le courage de, effectivement, sensibiliser l'ensemble de la population. Ça, je crois que c'est très bien. Par contre, bon, il y a d'autres initiatives qui nous semblent peut-être un peu moins heureuses, notamment les familles d'accueil qu'elle propose, à titre expérimental certes, mais nous ne souhaiterions pas que ça se développe parce que c'est considérer la femme comme mineure, c'est-à-dire que les familles d'accueil, jusqu'ici, on y mettait les délinquants, les personnes handicapées, etc. Mais on sait que les femmes victimes de violences ne sont pas ni des malades, ni des mineurs. Elles doivent demeurer sous le toit familial. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces femmes? Parce qu'elles ne savent pas où aller. C'est paradoxalement l'homme violent qui demeure à la maison. Oui, pas toujours, de plus en plus, notamment... moi, je suis sur Midi-Pyrénées. Les gendarmes, lorsqu'ils interviennent, ils laissent la femme dans l'appartement s'il y a violence avérée. Voilà. Et l'homme est retiré. Vous avez dit tout à l'heure que l'homme peut revenir. Et là, il y a des drames. L'homme revient après. Et ça, effectivement, toutes les campagnes, c'est pas les campagnes qui vont forcément... Je crois que c'est un véritable problème de société parce que les violences conjugales, c'est un problème de rapport... de genre, un rapport entre hommes et femmes dans une société. Et je crois qu'on est encore, malheureusement, même si on est au XXIe siècle, on est encore loin de l'égalité entre les hommes et les femmes, et on est encore dans beaucoup de stéréotypes, dont parle Madame Létard d'ailleurs, et qu'elle souhaite vraiment combattre. On a parlé de l'évolution des messages. Le slogan de cette campagne, c'est « Réagissez ». C'est ça le plus important, parce qu'on a l'impression que pendant des années, on a constaté, et là, vous appelez les gens à réagir. Est-ce qu'il y a une vraie solidarité? À pas rester avec les sourds à ces violences, notamment aussi pour les enfants, bien sûr, qui sont victimes. Donc je crois que c'est important que les enseignants, que les médecins, on fait à la fédération une sensibilisation aussi importante, et dans les lycées, auprès des jeunes, dans les collèges, et auprès des médecins, etc. Parce que beaucoup de médecins, d'abord, ne sont pas formés aux problématiques des violences, ne connaissent pas la problématique, n'en parlent pas. Les femmes viennent avec des troubles qui pourraient leur permettre de poser des questions, et très souvent, ils n'en posent pas. Mais elles doivent réagir tout de suite. Je veux dire, dès la première gifle, par exemple. Oui, il faudrait, mais c'est pas si simple, parce que les violences, c'est pas que des violences physiques, vous le savez bien. Il y a des violences psychologiques, il y a des pressions morales. Et la culpabilité naît de là? Comment? Oui. Et très souvent, la femme se sent coupable, même de ces violences. C'est-à-dire qu'à la fois victime, à la fois c'est elle qui se sent coupable. Alors que l'homme est souvent dans le déni des violences. Donc je crois qu'effectivement, il faut aider les femmes à sortir le plus vite de ces violences, mais avec des compétences et avec des moyens. Et je pense que ce que je reprocherais peut-être à cette campagne, c'est de vouloir faire des choses nouvelles alors qu'il faudrait plutôt renforcer les moyens des choses existantes, c'est-à-dire des accueils de jour, des centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement d'insertion. Ce sont ça les priorités selon vous? Pour moi, ça serait les priorités. Et puis quelques expériences, peut-être en milieu très rural. Je pense qu'effectivement, moi je suis dans le Tarn, donc je connais le milieu rural aussi, après avoir été parisienne, et je sais qu'il y a énormément d'isolement des femmes dans les milieux ruraux, donc peut-être qu'effectivement là, Madame Létard pense que les familles d'accueil pourraient être... Bon, je reste très... Vous êtes réservé. Très réservé sur la question, mais je crois que c'est important qu'elle renforce surtout ce qui existe. Il manque quand même de moyens. Tous les milieux sociaux sont concernés. Tous les milieux sociaux, mais évidemment, plus vous êtes dans un milieu social défavorisé, plus c'est difficile d'en sortir. Allez, on rappelle le 3919, le numéro, et puis il y a ce site internet officiel du gouvernement. 3919 dirige et oriente les femmes dans leur département, leur région, sur les lieux d'accueil existants. Merci Betty Fournier, bon courage pour la suite de votre combat et votre solidarité auprès de ces femmes battues. Dans un instant, Public Sénat vous invite à découvrir sa cousine américaine, C-SPAN. Ensuite, à 18h45, Enjeux d'avenir, la réforme de l'école primaire par Emmanuel Ménage. Je vous rappelle à 3h du matin en direct
direct sur Public Sénat. Le débat Joe Biden, Sarah Palin. Voilà, rediffusé demain à partir de 16h. Bonsoir à tous.